ce webinaire sur la mobilité industrielle qui va nous permettre de mieux comprendre les clés pour un projet réussi. Donc aujourd'hui, chez Alpe Supply Chain, nous recevons Cyril Vernet, qui est directeur associé CTO de chez HRC, notre nouveau partenaire, et qui nous a proposé ce webinaire. On est très content puisqu'on n'a pas toujours des webinaires dans l'industrie. On a eu beaucoup de webinaires dans les transports, la logistique, l'emballage. Et là, on a l'occasion de prospecter sur ce nouveau terrain qui est l'industrie. Et donc aujourd'hui, Cyril va nous présenter ce sujet-là. Nous aurons aussi Sébastien qui est parmi nous et qui sera la nouvelle figure de Alpe Supply Chain sur la présentation des webinaires en supply chain. Et donc je leur remercie par avance de sa première présence parmi nous. Avant de commencer, les petites questions techniques, donc vous pouvez poser vos questions sur la gauche dans le chat. Jean-Baptiste, moi-même donc, et Sébastien, nous allons les regarder pendant que Cyril sera aux commandes pour nous présenter son sujet. Et vous pouvez aussi réagir par des petits emojis pour montrer que vous êtes d'accord ou pas. Vous avez le droit. Et donc, Cyril, je te laisse les commandes du webinaire. C'est toi qui lead ce webinaire. À toi. Très bien, merci Jean-Baptiste et merci de me donner l'opportunité via l'association de parler un petit peu de mobilité industrielle. Alors du coup, vu qu'on ne connaît pas exactement le public, on va faire quelque chose d'un petit peu général pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc tout d'abord, je voulais commencer par un petit peu donner quelques exemples quand on parle de mobilité industrielle, de à quoi on pense, en particulier en fonction des métiers. Au sein de nos industries ou au sein de nos entreprises, de nos clients, il y a un certain nombre de processus métiers à supporter. Et dans le cadre de la mobilité industrielle, on va pouvoir retrouver un certain nombre de ces processus. On va commencer par parler des ressources humaines. Donc là, ça va être plutôt des demandes liées à des managers, à des employés pour pouvoir faire des demandes d'absence, pour faire de la saisie de congés, la validation de notes de frais. On a tous un petit peu au sein de nos entreprises ce type d'application. On peut retrouver également au sein du métier de la logistique, là aussi des besoins autour de la mobilité. On va penser à la gestion des entrepôts, réception de marchandises, inventaire, sortie, contrôle qualité, réservation, etc., etc. Ensuite, on va avoir éventuellement des besoins autour de la production. Donc, pour amener de la matière première, pour déclarer une consommation de production, déclarer du coup sa production, suivre la recette, on va pouvoir avoir là également des besoins et un intérêt d'avoir des applications mobiles. On peut retrouver également des besoins pour le métier de la finance. Alors là, on imagine bien qu'on sera plus sur des choses centrées reporting, données, KPI, dashboard. Mais là encore, il y a de plus en plus d'attentes des différents acteurs qui, au sein de l'entreprise, qui vont avoir le souhait d'avoir accès aux données de la finance depuis leur smartphone, depuis une tablette. On va avoir également des besoins très présents en industrie sur la partie de la maintenance, tout ce qui est GMAO. Donc là, pour avoir des rondes d'inspection, la création d'avis de maintenance, l'exécution d'ordres de travail, des rapports d'intervention, tous les éléments, toutes les activités qui vont être nécessaires pour garantir la maintenance de l'outil industriel en conditions opérationnelles. Et puis également des choses au niveau des achats, donc pour la partie procurement, pour la saisie de demande d'achat, des validations là encore, le suivi de commandes, de réception de biens ou de services, en l'occurrence, une gestion de fournisseurs, de contrats. Bref, c'est pour vous donner un petit peu une vue d'ensemble et qu'un petit peu tout le monde puisse se retrouver par rapport à ses expériences, par rapport à son positionnement au sein de l'entreprise, tous les besoins qu'on va pouvoir adresser avec la mobilité. C'est vrai que c'est large, hein, mine de rien. Moi, je pensais qu'on allait aller sur le manufacturing et là, tu nous ouvres quand même une possibilité assez énorme en évoquant des publics qui ne sont pas forcément dans l'association, mais qui sont en interaction, en tous les cas, avec les personnes de l'association. On a la logistique, le manufacturing et le procurement qui sont déjà qui font partie de nos adhérents. Et puis après, là, ils sont en collaboration avec la finance, les RH, la maintenance. Oui. C'est large, le scope est large. C'est large, même si on fera un focus sur la partie plus centrée supply chain, mais c'est important d'avoir en tête qu'on peut aller au-delà, parce que quand on met en place finalement une vraie stratégie de mobilité au sein d'une entreprise, on va voir qu'on va pouvoir mutualiser certains investissements au sein de l'ensemble de ces métiers. Donc un client qui souhaiterait avoir une vraie volonté de digitaliser ses processus métiers devra se poser la question de l'ensemble des besoins au sein de son entreprise, et on peut avoir finalement un investissement commun sur une plateforme technologique, par exemple, ou sur le fait d'avoir le choix de tel ou tel type de matériel pour couvrir des besoins à la fois très supply chain, très production, warehouse, terrain, achat, mais également sur des besoins plus
plus bureau, type ressources humaines, finance ou là encore achat. C'est pour ça que c'est important de repositionner un peu plus globalement ce qu'on entendait par la partie mobilité. Le deuxième aspect que je voudrais aborder avec vous, c'est vraiment vous sensibiliser sur le fait qu'un projet mobilité va nécessiter d'adresser un ensemble de chantiers. Et ça va vraiment être ça la clé du succès. C'est qu'on va le voir là dans cette heure qu'on va passer ensemble, l'ensemble des sujets qu'il faut adresser et cette interaction. Alors, le premier, on a commencé un petit peu à en parler, ça va être les besoins métiers. Évidemment, on ne va pas faire de la mobilité, on ne va pas adresser quel que soit le projet sans se poser la question quels sont les besoins métiers. On l'a vu un petit peu en introduction, il y a des besoins qui vont être différents par domaine, mais avec des besoins qui peuvent se regrouper. Par exemple, des besoins de lecture code à barre, on peut retrouver cette fonctionnalité aussi bien pour des besoins de manufacturing, de warehouse ou de maintenance. Et donc là, par métier, il va falloir faire l'exercice un petit peu d'interviewer l'ensemble des métiers, d'identifier les différents besoins de mobilité, que ce soit pour la production, la maintenance, la qualité, la logistique, etc. etc. On va pouvoir regrouper un petit peu tous les besoins de mobilité selon 3 grandes familles de process. Le premier, ça va être, on va dire, tout ce qui est validation. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est validation diverses et variées. Ça peut être des validations de congés, des validations de demande d'achat, des validations de factures, des validations de notes de frais. Mais finalement, on se rend bien compte que quelque part, pour le manager, c'est un outil de validation, des workflows, et quel que soit finalement le flux, on est sur un besoin de validation. Ensuite, on va avoir des besoins plus centrés exécution. Donc, exécution, on va retrouver vraiment des opérateurs terrain qui vont devoir, par exemple pour la logistique, vraiment exécuter des processus pour faire des réceptions, pour faire des contrôles qualité, pour faire des rondes d'inspection. Donc là, c'est une deuxième famille de processus. Et une troisième, c'est plutôt être centré autour du reporting. Donc, on l'a vu un petit peu, ça peut être sur l'ensemble des métiers d'ailleurs, mais en particulier sur tout ce qui est finance, achat, on va avoir plus ce besoin de reporting. Et donc là, on est plutôt sur des KPI, des dashboards, même si bien sûr, on peut avoir du reporting sur la partie maintenance et sur la partie entrepôt, logistique, production. Mais du coup, c'est vraiment une façon d'appréhender l'ensemble des besoins et de commencer un peu de les ranger, de les classifier, parce qu'on verra qu'en termes de matériel, en termes de fonctionnalité, on est sur des choses un petit peu différentes. L'autre point très important, c'est d'identifier très tôt les fonctionnalités nécessaires. Ça va être impactant pour la suite. Donc, dans les fonctionnalités, on va penser par exemple à la prise de photos. Je vais être, je sais pas, sur un technicien de maintenance qui veut identifier une anomalie, une panne, qui va prendre une photo de ce qu'il fait. Une réception de marchandises, un colis qui serait défectueux, on souhaiterait prendre une photo. On va avoir besoin éventuellement de fonctionnalités de géolocalisation. Donc, de la géolocalisation pour positionner l'opération ou pour pouvoir suivre tel ou tel flux. Des besoins de mode déconnecté, ça c'est pareil, le offline, c'est quelque chose qui est très structurant, qu'il faut identifier très tôt, etc., etc. Donc, on a nos besoins métiers, on a finalement nos différents métiers, nos process, nos fonctionnalités. Très rapidement, on regarde à se poser la question du matériel, des devices. Donc là aussi, il va falloir faire l'exercice de dire sur quel type de device on va vouloir faire de la mobilité. On peut faire de la mobilité sur des smartphones, sur des tablettes, sur des PDA. Donc les PDA, c'est vraiment des douchettes, des lecteurs un peu spécialisés, sur des PC portables également. Donc là, c'est un premier élément qu'il va falloir regarder, identifier. Et ensuite, on va aussi être confronté au système d'exploitation. Est-ce que je vais avoir des terminaux de type Apple, de type Microsoft, de type Android ? Alors là aussi, ça va être des arbitrages à faire, des choix. Il va bien falloir mesurer et bien identifier quel type de système d'exploitation, avec quelles contraintes. On va également, en regard des fonctionnalités, devoir identifier quelques caractéristiques techniques. C'est-à-dire que ces devices, ces équipements, il va falloir qu'ils répondent aux attentes. Donc, si on veut faire une lecture code à barre, il va bien falloir avoir un device qui permet de faire une lecture code à barre. Mais là encore, il faut avoir, on va dire, un petit peu le regard et l'expérience pour pouvoir choisir le bon matériel, parce qu'il faut savoir que il y a plein de types de lecteurs code barre différents. Si je veux faire une lecture à courte distance, à longue distance, en intérieur, en extérieur, sur un QR code, sur un code, un EAN 128. Donc, tous ces éléments, ça va être autant d'éléments structurants qu'il va falloir considérer. Si je veux faire de la lecture de tag NFC, si je veux faire un appareil photo, si je veux faire la prise photo, il faut un appareil photo. De la lecture RFID. Si demain, j'ai besoin d'avoir un terminal qui se connecte en 4G, il va falloir y penser, le GPS, etc., etc. Donc là, le choix de matériel, le type, le système d'exploitation, les caractéristiques techniques, c'est autant d'éléments qu'il va falloir considérer. Et puis également des caractéristiques environnementales. Parce que en industrie, il y a aussi des contraintes environnementales.
On va penser à des contraintes d'étanchéité, de contraintes ATEX. Donc, ATEX, c'est pour des risques dans des zones d'explosion, donc des zones explosives. Donc, par exemple, on trouve beaucoup ça en chimie, en pharma. Donc, là aussi, les devices doivent être qualifiés selon telle ou telle contrainte, des contraintes de résistance, et puis même des fois, on a des contraintes de luminosité. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais dans le sud de la France, où il y a beaucoup de luminosité, beaucoup de soleil, et tous les devices ne sont pas pertinents pour un usage en extérieur, parce que du coup, tous les devices ne sont pas adaptés. Donc, on voit que ça fait déjà, juste sur 2 points, un certain nombre d'éléments à regarder, à considérer, et surtout qui vont être en regard les uns des autres. Ensuite, on va avoir un aspect sur la connectivité. On parle d'être en mobilité, il va falloir accéder à un système d'information. Donc, du coup, la question se posera, est-ce que j'y accède en Wi-Fi? Est-ce que j'y accède en 4G? Est-ce que j'ai besoin d'avoir des accès externes à mon entreprise? Parce que potentiellement, j'ai des fournisseurs, j'ai des gens qui sont en déplacement. Donc, il y aura un chantier à adresser sur cet aspect connectivité. Ensuite, on va se poser des questions autour de l'architecture technique, c'est-à-dire pour mettre en place une solution de mobilité, car pour faire communiquer un device mobile avec le système d'information, il y a un certain nombre de points à adresser. Est-ce que je vais m'appuyer sur une solution 100% on-premise, c'est-à-dire uniquement sur des serveurs qui sont à l'interne de mon entreprise? Est-ce que je vais m'appuyer également sur une solution cloud? Est-ce que je vais avoir besoin d'un mode hybride? Parce que finalement, le système d'information de mon entreprise a déjà un existant. Est-ce que je vais avoir besoin de mettre en place ce qu'on appelle une gateway pour des questions de sécurité, un middleware pour faire l'intermédiaire entre ma mobilité et ensuite mes serveurs existants? Quel alignement avec la stratégie de mon ERP? Parce que bien souvent, la mobilité et les flux qu'on a évoqués avant sont soutenus par un ERP. Et du coup, dans le cadre de cet ERP, il y a déjà potentiellement un standard qui existe, certaines contraintes, certaines best practices. Donc, il faut également considérer quelle est la stratégie de l'ERP pour pouvoir aligner notre architecture technique avec cet ERP. On va également devoir adresser l'aspect architecture applicative. C'est-à-dire que du coup, on a nos besoins, on a nos devices, on a notre connectivité, on a nos serveurs, mais du coup, ensuite, il faut mettre en place une solution applicative. Et là, on va devoir adresser à la fois donc, la partie qu'on appelle la partie front-end, donc on va dire l'interface utilisateur, ce que voit l'utilisateur, et puis la partie back-end, c'est un petit peu plus caché et qui permet d'accéder, on va dire, à la base de données et mettre à jour les données, y accéder. Et donc, là aussi, il y a plein de façons de faire de la mobilité. Il y a une technologie pour faire de la mobilité toutes les semaines. Donc, du coup, là aussi, un certain nombre de questions à se poser. Est-ce que je vais m'orienter sur une approche, on va dire, dite native, où je vais développer directement dans la technologie du terminal? Si je suis sur un terminal Android, je vais faire de l'Android. Si je suis sur un terminal iOS, je vais faire de l'iOS, etc., etc. Ou est-ce que je vais avoir à l'opposé une approche plutôt agnostique du device, en offrant une application qui peut être à la fois sur un téléphone Android, un téléphone Windows, un téléphone Apple, mais également peut-être également sur un PC via un navigateur. Vous voyez, c'est autant d'éléments à considérer pour pouvoir adresser notre projet mobilité. Ensuite, on va avoir la question du déploiement. Une fois qu'on a mis en place au sein d'une entreprise des applications mobiles, il va falloir déployer ces applications mobiles de façon sécurisée auprès des différents utilisateurs pour fournir au bon utilisateur la bonne application. Et là encore, il y aura un certain nombre de stratégies à mettre en place avec potentiellement une gestion de notre flotte de devices avec un MDM. Donc, un MDM, c'est un Mobile Device Management. C'est un outil qui permet de gérer une flotte de devices. Alors, si on a 2-3 devices dans l'entreprise, on peut le faire de façon manuelle, mais on imagine bien que pour les grandes entreprises qui ont des dizaines de sites à travers le monde et des milliers de devices, il y a besoin d'avoir un outil qui permet à la fois de les administrer, de prendre la main à distance, de déployer, de suivre en fait ce qui se passe sur ces terminaux. Très certainement, on va se poser la question également d'avoir un store d'applications, parce que si on met des applications mobiles à disposition, il faut également les mettre, donner un moyen à nos utilisateurs d'y accéder. Donc, un store d'applications, c'est un des moyens de pouvoir déployer nos applications. Donc là, c'est autant de chantiers, je leur dis, c'est là que l'important, c'est vraiment un certain nombre de chantiers connexes à adresser pour assurer son projet mobilité. Ensuite, un point qui va être également très important, c'est l'aspect sécurité. Donc l'aspect sécurité, c'est comment je vais gérer mes utilisateurs, comment je vais potentiellement faire communiquer de façon sécurisée et propager une identité d'un élément de mon système d'information à un autre, comment je vais assurer mes autorisations, à savoir comment je vais permettre à un utilisateur d'accéder à telle application mais pas telle autre. Au sein d'une même application,
comment je vais assurer qu'il accède uniquement à les informations dont il a besoin et pas les autres. Un utilisateur qui intervient sur tel site n'a pas de raison d'avoir accès aux informations d'un site qui serait à côté. On imagine même que sur la RH, je vais devoir valider les demandes de congés qui ne sont les miennes et pas celles d'à côté. Et du coup, on va devoir faire cohabiter, du coup, hériter des autorisations existantes potentiellement déjà au sein de l'ERP. Donc là, la partie sécurité, c'est un point évidemment à ne pas sous-estimer parce que potentiellement, on peut avoir des terminaux mobiles qui sont en dehors de l'entreprise, qui doivent déjà se connecter à notre système d'information depuis l'extérieur, donc avec toute une partie de sécurisation, et ensuite accéder au système, s'authentifier, exploiter les autorisations existantes et puis garantir la sécurité de bout en bout. Un dernier élément, ça va être l'aspect delivery. Comme tout projet, on va avoir besoin d'avoir une méthodologie pour pouvoir mettre en place nos solutions de mobilité avec le triptyque de coût, délai, qualité qu'on connaît tous bien. Mais du coup, c'est aussi un élément important à considérer. On ne fait pas un projet de mobilité comme on peut faire d'autres projets. Parce qu'il y a besoin d'avoir peut-être plus d'itération, d'échanges avec les utilisateurs quand il y a besoin de faire des solutions un peu sur mesure. Alors voilà, ça vous donne un peu une vue d'ensemble. Et un projet mobilité, si vraiment vous regardez l'ensemble de ces chantiers, vous avez de bonnes chances de ne rien oublier. Le point également important, c'est bien de mesurer l'interdépendance des différents chantiers. Il n'est pas rare en fait que les entreprises fassent un choix à un instant T. Exemple, on aura du réseau sur tel site, on avance dans le projet avec cette hypothèse, et puis à 2 mois du go live, de dire finalement on n'a pas de réseau, il faut faire l'application offline. C'est ce genre de décision, ou en tout cas d'évolution, qui est extrêmement structurante. C'est du vécu, donc là c'est des choses très importantes à considérer, parce que si on a acheté du matériel qui est uniquement Wi-Fi, et que finalement on n'a plus de connectivité et qu'on veut passer en 4G, du coup il y a un impact sur le matériel. Si on avait pensé une application en mode connecté et qu'il faut la passer en mode déconnecté, et du coup ça a un impact significatif. Si on avait imaginé une lecture code à barre qui était à 1 mètre et que finalement le code barre se retrouve à 10 mètres, et il y a un impact sur le matériel, etc., etc., etc. Donc vraiment tout est lié, et bien souvent le constat qu'on fait, c'est qu'au sein des entreprises, on n'a pas d'architecte un petit peu global qui a cette vue d'ensemble. C'est très siloté. Alors, je me permettrai un petit exemple parce que je trouve qu'il est assez parlant. Une fois, on est intervenu pour une grande entreprise et du coup, forcément, en préparation de la réunion de lancement, on leur dit voilà l'ensemble des personnes dont on a besoin. Donc, on a besoin de la personne qui gère la sécurité, qui gère le réseau, qui gère les accès externes, qui gère le matériel, les imprimantes, etc., etc. Et on s'est retrouvé avec 16 personnes côté client pour adresser l'ensemble de ces sujets. Donc là, on met le doigt sur quelque chose d'important, c'est qu'à partir du moment où on a 16 personnes pour adresser un sujet comme la mobilité, ça demande d'avoir quelqu'un qui a la vue d'ensemble, qui est capable de mesurer les impacts des uns des autres et de solliciter les bonnes personnes au bon moment et du coup de partager l'information à tous. Donc, il ne faut vraiment pas sous-estimer cette partie-là et du coup les dépenses. Oui, alors c'est effectivement, tout part de la petite première case que tu as évoquée, Cyril, c'est j'ai un besoin métier. Il y a quelqu'un qui se réveille dans l'entreprise, que ce soit quelqu'un de la maintenance, quelqu'un de la prod, de la supply, et puis dit moi j'ai besoin de la mobilité. Parce que faut que j'aille sur le terrain, que je bricole sur le terrain et je fasse un truc. Ça part d'un bon besoin métier, mais derrière, on voit que l'impact, il est énorme en fait. Et est-ce que tu as observé justement que ça se construit un peu comme les ERP? Il y a un petit besoin ici, un petit besoin par-ci, un petit besoin par-là, et puis à force, on arrive dans une entreprise qui est dans le spaghettiware, c'est-à-dire dans plein d'applications qui existent sur plein de technologies différentes, et que finalement, il y a plein de personnes qui interviennent dessus, et c'est peut-être pas toujours efficace. Alors, effectivement, ça part toujours du besoin. Et sur ces besoins de mobilité, ça part souvent du site. Et le premier réflexe du site, c'est le matériel. Et donc, leur première tendance, c'est plutôt de dire je vais prendre un terminal mobile et un lecteur code à barre sans se poser la question et sans adresser les choses dans sa globalité et du coup de penser forcément à l'applicatif. Donc, ça commence toujours par effectivement un petit besoin. Et vu que les entreprises sont très silotées, on voit le besoin qu'on a à notre niveau sur notre site, là où en fait l'intérêt de l'entreprise, c'est de réussir à mutualiser et du coup avoir une solution un petit peu globale, d'éviter de démultiplier le matériel. Parce que là aussi, si on a 25 modèles différents de matériel, c'est autant de soucis
de tests de non-régression, de maintenance, d'évolutivité, d'update, etc., etc. Donc, c'est vrai qu'il est important de prendre ce recul-là et de consolider l'ensemble des besoins, d'avoir une vraie stratégie de mobilité dans le temps. Okay, j'ai peut-être un besoin court terme aujourd'hui parce que là, j'ai une difficulté ici, mais du coup, quel est l'avenir sur 2, 3, 5 ans pour du coup se donner une perspective et du coup faire des investissements qui soient, alors je le redis, hein, vraiment partagés, mutualisables, parce que une fois qu'on a mis en place finalement certains aspects, tous les autres acteurs d'entreprise vont pouvoir en bénéficier. Et comme tu le dis, Jean-Baptiste, c'est vrai que si chacun fait les choses dans son camp, bah, on se retrouve avec une solution qui n'est pas cohérente, avec quelque part des sites qui ont peut-être fait des choses très bien et d'autres qui ont fait des choses qui ne sont pas du tout exploitables, avec une multitude de flottes de matériel qui ne sont pas forcément adaptés, etc., etc. Donc, c'est pour ça que c'est important de réussir à faire remonter l'ensemble des besoins des sites et du coup de les centraliser et d'offrir aussi une réactivité aux sites parce que également, bien souvent, la frustration des sites, c'est d'avoir un délai assez long entre leurs pain, leurs besoins, et puis ils ont tendance à vouloir avancer un peu de leur côté pour pouvoir faire bouger les choses parce que c'est eux qui sont confrontés aux problématiques. Donc c'est vrai que on essaye à la fois d'adresser les sites qui sont indispensables pour ce type de projet et de faire le lien avec le central qui a besoin d'avoir une solution un petit peu core qui soit répétable et du coup déployable sur l'ensemble des sites. Mais on y reviendra du coup dans un petit peu les best practices et les 10 règles d'or. Donc, je n'aurai pas beaucoup de slides. Donc là, je vais passer un petit peu à 10 règles d'or que je voulais vous partager. Et puis, finalement, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et je le redis, hein, vraiment, ce slide, c'est vraiment la vue d'ensemble des chantiers à adresser. Hein. Alors, 10 règles d'or à avoir en tête. Un des premiers, alors ça paraît peut-être évident pour tous, mais c'est d'impliquer l'ensemble des acteurs. On l'a vu, on est sur des projets qui vont avoir besoin de beaucoup d'acteurs différents. Du coup, il faut adresser de façon coordonnée l'ensemble de ces acteurs, que ce soit évidemment les acteurs métiers, parce qu'on ne fait rien sans le métier et sans les besoins qui sont identifiés, mais également l'ensemble des équipes informatiques qui vont être impliquées. L'architecture, l'infrastructure, le réseau, la sécurité, ceux qui gèrent les terminaux, et des fois, ceux qui gèrent les terminaux ne sont pas ceux qui font l'acquisition des terminaux, ils les qualifient, l'administration de l'ERP, le choix des étiquettes, des codes à barres, etc. Il faut vraiment impliquer l'ensemble des acteurs pour s'assurer de la cohérence globale. Ensuite, il faut identifier très tôt et acquérir un terminal sans tarder. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un projet mobilité sans device, sans terminaux mobiles. Donc, c'est pour ça que j'aime bien dire, il est parfois trop tard, mais il n'est jamais trop tôt. Donc, il faut vraiment réaliser cet aspect-là. De façon coordonnée, là encore. Il ne faut pas prendre un matériel et acheter 200 devices si on n'a pas fait le travail global. Mais en tout cas, on voit trop souvent des projets où finalement, les clients ont fait de la mobilité sur un PC, sur un bureau, et puis au moment du go-live, à 2 semaines du go-live, ils décident de tester sur un terminal mobile, et puis là, forcément, c'est voué à l'échec. Hein. Donc, très tôt dans le projet, il faut se poser la question des terminaux mobiles, et surtout, il peut y avoir des choix qui sont extrêmement restrictifs. Si demain, vous avez besoin d'un terminal mobile Android ATEX Zone 1 avec une lecture code barre longue distance, il y a 1 ou 2 modèles sur le marché. Donc forcément, ça peut être vraiment le point extrêmement discriminant qui va décider de tout le reste. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important de s'intéresser aux terminaux mobiles, même si, bien sûr, aujourd'hui, on sait faire des applications dites responsive design, ils vont savoir s'adapter à la taille des différents écrans, mais ce n'est pas suffisant quand on fait de la mobilité industrielle, parce qu'il y a d'autres aspects à considérer. La lecture code à barre en est un, l'appareil photo, la gestion d'un mode déconnecté, l'utilisation de gants. C'est pareil, hein, ça c'est des choses qui sont très terrain. Un terminal mobile doit pouvoir, en milieu industriel, être utilisé avec des gants. Tous les terminaux ne permettent pas cette capacité, etc., etc. Donc vraiment, acquérir très très tôt cet aspect terminaux mobiles. Ensuite, évidemment, embarquer les utilisateurs finaux. Donc la bonne démarche, me semble-t-il, c'est déjà de faire une première présélection par rapport aux contraintes connues. Un client qui aurait certaines contraintes en termes de connectivité, système d'exploitation, spécification, on va faire une première sélection. On ne va pas aller présenter un iPad Pro à un utilisateur final si finalement, si inenvisageable et que ça ne répond pas au reste des besoins. Donc, on fait une première sélection et ensuite, il faut vraiment présenter ces terminaux aux utilisateurs finaux sur le terrain, dans leur écosystème, pour voir un petit peu comment ils réagissent.
Et là aussi, il y a des choses qui sont toujours un petit peu très, très, comment dire, instructives. Je vous donne là aussi un exemple. On avait un jour imaginé des applications mobiles pour un usage tablette en mode paysage. Et on va sur site, on présente les choses aux utilisateurs et 100% des utilisateurs prennent la tablette en mode portrait parce que finalement la tablette était suffisamment petite et que finalement leur premier réflexe c'est d'utiliser en mode portrait et non pas en mode paysage. Donc ça paraît anecdotique, mais du coup, mode portrait. Et deuxième chose qu'ils ont fait, c'est est-ce que la tablette elle rentre dans mon pantalon parce que j'ai un pantalon de travail avec certains types de poches et comment je l'utilise au quotidien finalement. Donc là aussi, la présentation déterminée aux utilisateurs finaux très tôt dans le projet, ça permet de valider l'utilisation, ça permet aussi de les impliquer, bien évidemment, et puis ça permet de s'assurer de la validité du choix sur le terrain. Pour un cariste, du coup, comment il va l'utiliser, où il va le poser, pour une utilisation piéton, pour la maintenance qui vont être obligés d'intervenir dans des zones particulières. Il n'y a que le terrain qui peut nous sensibiliser à ça. On dira, oui, mais comment je vais faire quand je vais être à tel endroit? Moi, j'interviens à 12 mètres de haut, comment je fais, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment important de présenter les différentes options aux utilisateurs finaux. Et là aussi, très tôt, avant d'acheter 200 devices, bien évidemment. Ensuite, la visite des sites. On ne fait pas un projet mobilité sans visiter les sites. Alors, je le dis parce qu'il y a encore des entreprises qui le font. Faire un projet mobilité depuis le siège et espérer que ça marche quand on arrivera sur le site, c'est voué à l'échec. Donc, il faut vraiment aller sur le site, il faut vraiment aller observer sur le site et il y a des détails qui ont leur importance et qui peuvent être identifiés uniquement par un œil averti de personnes qui ont l'habitude de faire ce travail. Parce que on peut poser toutes les questions du monde, il y a des choses qui ne se disent pas et on découvre tout le temps des choses. On découvre par exemple dans le process qu'il y a besoin de scanner, qu'il y a effectivement un code barre, mais que finalement, sur la palette, on colle l'étiquette et ensuite on filme la palette. Et donc, du coup, filmer un code barre qui a été filmé par ailleurs, ça ne demande pas les mêmes capacités et le résultat n'est pas le même que si du coup je filme mon code barre directement. Donc, c'est plein de cas vraiment très terrain qu'il faut découvrir. Valider l'accès au réseau, parce que c'est oui, on a du réseau partout, mais du coup, quand on va sur place, on a du réseau partout ou pas. Ou au contraire, on n'a pas de réseau et quand on va sur place, on se rend compte qu'il y a une antenne finalement qui est présente sur le site et que finalement, il y a du réseau. Donc, c'est vraiment important d'aller sur le site, on ne le dira jamais assez. C'est la seule bonne façon vraiment de se projeter et de voir un petit peu tous les éléments qui peuvent être structurants dans les choix. Donc, la visite des sites est indispensable. Ensuite, évaluer les prérequis. Donc là aussi, on a commencé à le voir, il y a beaucoup d'éléments. Pour pouvoir faire de la mobilité, il va falloir de la connectivité, pour accéder aussi de l'information. Si je suis en dehors de l'entreprise, il va falloir gérer l'accès externe, on a des contraintes environnementales. On a un gros sujet sur la mobilité, c'est la lecture code à barre, en particulier sur les flux supply chain. Le choix des étiquettes peut paraître anodin, mais les étiquettes, si je suis sur du carton, si je suis sur du fer, si je suis en intérieur, si je suis en extérieur, je ne vais pas avoir la même étiquette à choisir, je ne vais pas imprimer le code barre de la même façon, etc., etc. L'aspect autorisation également, souvent, ça c'est vrai pour tous les projets informatiques, souvent vu beaucoup trop tardivement dans le projet. Donc ça, c'est vraiment des choses à identifier très tôt et tous ces prérequis à considérer très tôt dans le projet. Les tests. Alors là aussi, ça paraît un petit peu pour tout projet informatique, il faut toujours tester de bout en bout. Évidemment, là on voit qu'il y a beaucoup d'éléments différents. C'est-à-dire que le test de bout en bout va nécessiter le terminal enrôlé dans la configuration cible, mis dans le MDM de l'entreprise, un accès sur le site en conditions réelles, avec les autorisations réelles, avec une vraie lecture code à barre en conditions réelles, avec des cas de déconnexion, etc., etc. Faire des tests depuis le siège, c'est insuffisant. Ça peut être une première étape, mais c'est insuffisant. Il faut faire des tests de bout en bout et on voit qu'il y a beaucoup d'éléments, qu'il y a beaucoup de briques différentes. Et du coup, là encore, ces tests vont être très importants et vraiment de voir dans sa globalité sur l'ensemble des étapes qui sont nécessaires pour faire fonctionner des applications mobiles. Les mises à jour, c'est également un point qu'il faut savoir anticiper. Il y a beaucoup d'éléments, là encore, qui peuvent rentrer qui peuvent rentrer en considération parce qu'il y a beaucoup de mises à jour qui peuvent venir impacter. Une mise à jour des paramètres réseau peut avoir un impact. Une mise à jour du VPN peut avoir un impact. Une mise à jour du système d'exploitation du device
peut avoir un impact sur le reste. La mise à jour de l'application, bien sûr. Les applications, bien souvent, elles s'appuient sur d'autres plugins. La mise à jour du plugin utilisé dans nos applications peut avoir un impact. La mise à jour du back-end, etc., etc. Donc là aussi, toute mise à jour doit être anticipée pour s'assurer du coup qu'on n'a pas de mauvaises surprises. Et bien souvent, sur la mobilité industrielle, on est sur des flux qui sont sensibles. Une application mobile qui arrêterait de fonctionner sur une ligne de production ou sur un flux de réception pourrait bloquer l'ensemble d'une ligne et avoir des conséquences fortement désagréables. Donc là aussi, il faut anticiper autant que possible ces mises à jour et bien mesurer, là encore, les impacts. On a des fois des cas où il y a des mises à jour qui sont faites sans avoir mesuré l'impact potentiel sur telle ou telle application. Et là, forcément, on est en réaction. Et si on est en réaction, c'est toujours plus compliqué que si on a anticipé ces aspects-là. Les interdépendances, donc on en a parlé un petit peu en introduction, mais là aussi, il faut bien mesurer l'ensemble des interdépendances entre le matériel, l'architecture, les besoins, le réseau. Je donnais l'exemple du site qui devait être couvert en Wi-Fi et finalement qui ne l'est pas. Donc du coup, on avait acheté des devices qui sont Wi-Fi, qui n'étaient pas 4G, donc du coup, on ne peut plus les utiliser. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu classique. Où on a défini une norme, je sais pas, on s'est dit on va aller faire des étiquettes, on allait utiliser une norme GS1 en EN 128, et puis on ne respecte pas la norme, et puis finalement on étiquette l'ensemble de notre entrepôt et de nos produits, et puis au moment de démarrer, on se rend compte que ça ne marche pas parce que la norme n'est pas respectée. Donc voilà, c'est plein de choses qui peuvent avoir des conséquences là aussi très importantes. Et donc toutes ces interdépendances, c'est un point à considérer et à avoir en tête et à ne pas sous-estimer pour être sûr d'avoir un projet aussi. L'anticipation des mises à jour. Alors là je n'ai pas le bon truc. Là, c'était la vue d'ensemble sur un. Là, je pense que le titre n'est pas bon par rapport au texte. Là, c'était plus conserver la vue d'ensemble de l'ensemble des chantiers. C'est-à-dire qu'on a vu, il y a plein de chantiers qui doivent vivre en parallèle. Et du coup, là, c'est assurer une vue d'ensemble et faire avancer simultanément et de façon coordonnée l'ensemble des chantiers. Et je le redis, le fait d'avoir à un moment donné, on va dire, un architecte ou quelqu'un qui a cette vue d'ensemble et qui est capable à la fois d'adresser les experts réseau, à la fois d'adresser ceux qui font le choix de matériel, à la fois d'adresser les besoins métiers, l'architecture technique, la sécurité, etc., va être un point très important pour faciliter la réussite de votre projet. Donc vraiment, conserver la vue d'ensemble, conserver l'ensemble des chantiers et bien mesurer, donc c'est en lien avec le précédent, bien mesurer les interdépendances. Un besoin qui évoluera en cours de route, du coup, peut avoir un impact sur tout le reste. Donc c'est vraiment ça qu'il faut être très très vigilant sur cet aspect-là. Alors désolé pour le titre qui est erroné. Et puis un dernier point, c'est, me semble-t-il, très important sur ce type de sujet de se faire accompagner. C'est-à-dire que ça demande une expertise, ça demande beaucoup d'expérience et du coup de sujets différents à adresser. Imaginez faire un projet mobilité, on va dire à grande échelle, pour des entreprises un peu importantes, sans se faire accompagner, du coup, c'est essuyer les plâtres et c'est découvrir à son détriment l'ensemble des sujets. Donc là encore, selon la maturité de chacun, selon les enjeux, selon la criticité, le niveau d'accompagnement peut évidemment être très variable. Mais en tout cas, ça me semble vraiment important que sur ce type de sujet, de savoir se faire accompagner et très tôt d'avoir cette vue d'ensemble et de se poser les bonnes questions. Donc voilà, un petit peu, j'ai essayé de vous donner une vue d'ensemble de tout ce qu'il fallait adresser comme chantier. Alors, chacun, finalement, des chantiers mériterait de rentrer dans le détail, mais c'était une façon un petit peu de vous donner une overview et puis peut-être de prévoir pour de futurs webinaires des focus particuliers sur tel ou tel sujet. On l'a vu que c'était potentiellement des sujets particulièrement riches, aussi bien sur la couverture fonctionnelle potentielle qu'on peut avoir parce que ça peut adresser l'ensemble des métiers de l'entreprise, que du coup les différents sujets à adresser. Donc n'hésitez pas, soit maintenant, soit de façon asynchrone, de me faire part de vos questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, nos participants peuvent poser leurs questions. En attendant qu'ils posent leurs questions, moi j'en ai noté quelques-unes, peut-être que Sébastien en a aussi certaines. Moi je me suis dit, par rapport à ce que tu disais, Cyril, et je te remercie, hein, c'était super clair, c'est très précis, c'est déjà pas mal de densité pour un premier webinaire. Je me suis dit, les experts dans le domaine, ils doivent être rares
parce qu'on est déjà, nous, dans la supply chain, dans un tas de corps de métier. La supply chain, on a des gens qui font de la douane, du transport, de la logistique, de la planification. On est déjà habitué à avoir plein de corps de métier. Mais là, dans ces corps de métier, on se dit que c'est encore une niche dans la niche. C'est une expertise bien précise, puisque là, on mêle à la fois de l'infrastructure, des produits, enfin des devices, comme tu les as appelés, hein, mais aussi du soft, du hardware. Il y a potentiellement de la base de données, il y a un certain nombre de choses qui sont impressionnantes. Donc, ma première question, c'est quoi la rareté des profils qui sont experts sur ce domaine de la mobilité? Il y en a beaucoup sur le marché? Alors, effectivement, tu fais une très bonne remarque, Jean-Baptiste. C'est vrai que c'est très siloté là encore parce que on va avoir finalement des sociétés qui vont être très centrées sur l'intégration du matériel. Donc, eux, leur spécialité, ça va être de qualifier le matériel, de gérer la partie connectivité, réseau, mettre en place des bandes Wi-Fi, choisir le bon matériel. Mais du coup, ils ne vont pas s'occuper de l'applicatif, ils vont être très centrés sur l'intégration matérielle. Et ensuite, on va avoir les sociétés qui vont être très centrées sur l'applicatif, sur le développement pur et dur des applications mobiles, mais du coup, qui n'auront pas ce lien ou cette connaissance un peu plus pointue de la partie matérielle et des métiers. Et puis après, on a forcément les besoins métiers. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que c'est assez rare et aussi en entreprise d'avoir des profils qui ont cette vue d'ensemble. Et surtout, on pourrait rajouter le lien avec les spécificités de chaque ERP. Donc, c'est vrai que cumuler la connaissance de l'ERP, la connaissance des process métiers, du matériel, de la sécurité, c'est effectivement des profils qui sont assez rares. Et pourtant, on voit l'impact qui est très important. Et c'est pour ça qu'on se retrouve bien souvent à hériter de projets qui sont souvent décevants, j'ai envie de dire, pour les utilisateurs finaux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est aujourd'hui dans un monde où on a tous un smartphone, où on est tous consommateurs d'applications mobiles et on est tous, du coup, il y a un écart significatif entre le monde de l'entreprise parfois et du coup ce qu'on connaît nous à titre personnel. Et du coup, on voit bien que les utilisateurs finaux, ils peuvent faire un virement en 3 clics ou commander à l'autre bout du monde en 3 clics. Et puis, quand ils arrivent le matin dans leur entreprise pour réceptionner une marchandise, il faut 14 écrans, des choses qui ne sont pas claires, des messages d'erreur qui sont totalement obscurs, des performances qui sont décevantes, etc. etc. Parce que finalement, réussir un projet mobilité, c'est un vrai challenge. Et il y a beaucoup, au mieux, des projets un peu en demi-teinte, au pire, des échecs totaux. On a des exemples de clients qui avaient acheté des centaines de devices et qui n'ont jamais pu les utiliser parce qu'ils avaient fait un choix erroné sur le matériel. On a des exemples de centaines de milliers d'euros dépensés sur des applications mobiles et arrivés dans les mains d'utilisateurs qui n'ont jamais été utilisés. Il n'est pas rare de faire des visites de sites et de demander ils sont où les terminaux mobiles et de les trouver au fin fond d'un placard parce que personne ne les utilise, parce qu'ils ne sont pas adaptés à l'usage du terrain. Etc., etc., etc. Donc, ça fait partie de ces sujets, oui, qui demandent de l'expertise, mais sur un scope assez large. Et du coup, d'où l'importance vraiment d'un regard un peu d'architecte et d'avoir cette vision transverse. Et puis, je le disais, c'est vrai qu'il y a quand même des besoins qui sont communs entre différents métiers. Donc, penser sa mobilité de façon globale, c'est plutôt intéressant. Puis, on a aussi bien souvent les difficultés des entreprises qui font payer au premier projet la mise en place de l'infra, à savoir, il n'y a pas de Wi-Fi sur le site. Le premier projet, du coup, il veut faire son projet parce qu'il veut répondre à un besoin, mais il faut qu'il absorbe le coût de la mise en place du Wi-Fi pour le site, alors que quelque part, tous les autres projets derrière et tous les autres métiers pourraient également en bénéficier. Donc, il y a aussi des fois une stratégie d'investissement à discuter, de telle sorte que finalement, il y a une volonté de faire de l'industrie 4.0, il y a la volonté de digitaliser les processus métiers, mais il faut un peu se donner les moyens, le mutualiser pour en tirer le meilleur. Oui, parce que je me dis que là, la personne à qui on adresse ce sujet-là dans l'entreprise, c'est un peu flou parce que c'est ni l'IT qui finalement sont une fonction de support de l'entreprise, et c'est chaque direction métier qui pourra en bénéficier. Donc là, il y a déjà un risque d'avancer en mode désordonné. Est-ce que ce n'est pas les achats qui peuvent réconcilier tout ce monde-là? Ce n'est pas les utilisateurs finaux, mais c'est eux qui vont porter l'effort en fait, de l'appel d'offres sur chacune des thématiques dont tu nous as parlé. Hein, parce que qui c'est qui achète de la connectivité? C'est eux. Les terminaux, c'est eux. Ils vont acheter aussi du consulting, enfin des prestataires de services qui vont faire une partie de projet.
est-ce que ce n'est pas eux finalement qui sont les meilleurs ambassadeurs d'une stratégie de mobilité dans une entreprise? Alors, sachant que là, on a confronté un autre problème, c'est que bien souvent, les achats sont pas les mêmes quand on est sur de la prestation intellectuelle, quand on est sur du matériel type terminaux mobiles, ou quand on est sur du soft, ou on est sur de l'édition logicielle. Donc, des fois, on a affaire à 3 types d'acheteurs ou 3, quelque part, équipes différentes pour ces 3 sujets. Donc, même au niveau achat, on est amené à avoir plusieurs équipes. Alors, il y avait quand même une volonté à un moment donné d'avoir des chief digital officers dans les entreprises pour faciliter cette partie-là. Je pense que l'IT reste un bon élément parce que c'est le dénominateur commun finalement de l'ensemble des métiers. Par contre, c'est vrai que la difficulté, c'est tous les métiers n'avancent pas forcément au même rythme. Et du coup, c'est d'avoir cette volonté de dire, OK, on commence peut-être par un besoin qui est lié à la maintenance, mais pensons tout de suite aux entrepôts. On commence peut-être par un besoin qui est lié aux achats, mais pensons tout de suite qu'on va peut-être avoir des choses sur la finance. Alors, idéalement, comme souvent, c'est de réussir à remonter suffisamment haut au sein de l'entreprise au niveau d'une direction générale pour identifier très tôt l'ensemble des besoins des différents métiers, leur niveau de maturité, leur existant, leur roadmap respective, et pour pouvoir faire finalement une préconisation à l'entreprise avec une vision et une roadmap. La bonne démarche, ce serait plutôt celle-ci. Alors, on arrive à convaincre certaines entreprises d'aller dans ce sens-là, et puis des fois, on a affaire à des entreprises où, en tout cas, les donneurs d'ordre disent, bah oui, moi, mon périmètre, c'est que celui-ci, du coup, bon, je travaille sur mon périmètre, le périmètre d'à côté, il fera ce qu'il veut, quoi. Alors, c'est pas idéal pour l'entreprise globale, mais dans les grands groupes où c'est assez siloté, on peut se retrouver avec ces difficultés. Ouais, pour partager un peu. Pardon Jean-Baptiste, si je peux partager un peu mon expérience là-dessus, je pense qu'on a en effet des groupes qui sont assez silotés, comme tu disais Cyril, et ce que tu disais tout à l'heure, et qui est pour moi très vrai, c'est de réussir à faire parler le métier avec la technique. Et souvent, les entreprises industrielles ont cette difficulté. Soit ils ont des experts techniques brillants, côté IT, qui vont réussir à bien penser la solution technique, mais qui vont occulter les contraintes opérationnelles. Soit on a des personnes côté métier qui n'y connaissent rien en technique et qui vont voilà, et donc on se retrouve avec deux mondes qui se confrontent et qui n'arrivent pas à se parler, d'où souvent la nécessité d'avoir un accompagnement sur ce type de projet avec des personnes qui ont cette double casquette et ces deux neurones, je dirais, un technique et un métier, qui permettent de concilier les deux. Et ça, c'est hyper important, sinon on arrive à des solutions qui sont soit déconnectées de la réalité, soit qui reposent sur une infrastructure qui n'est pas correctement pensée et correctement mise en œuvre. Donc, je crois que c'est vraiment clé de ce côté-là. Alors, les achats, Jean-Baptiste, je dirais que c'est une porte d'entrée, mais en fonction de l'entreprise, la taille de l'entreprise, on va avoir des acheteurs aussi qui sont bien souvent centralisés et déconnectés des réalités opérationnelles des sites industriels et qui, du coup, n'arrivent pas à prendre cette dimension métier complètement. Donc, voilà, c'était un... Et pourtant, Sébastien, c'est quand même un beau portefeuille de dépenses potentiellement qui est optimisé quoi, pour un acheteur. Parce que les acheteurs en ce moment, avec les hausses de matières premières, ils reviennent avec des hausses. Mais là, quand on a un portefeuille qui n'est pas forcément optimisé, ça peut être intéressant. Et puis, je pense qu'il y a des impacts qu'on mesure, que tu nous as mis un peu en évidence, Cyril, c'est l'implication des collaborateurs. Parce que si on fait un projet de mobilité, c'est pour que sur le terrain, les gens ils adhèrent aux outils qu'on utilise et qui trouvent que l'entreprise met les moyens pour qu'ils puissent faire leur job correctement. Donc l'impact là, il est énorme. Alors, deux points déjà pour aller dans le sens de Sébastien par rapport au lien entre le métier et l'IT. Je vais prendre l'exemple du mode déconnecté. D'un point de vue technique, faire du offline, on sait faire, c'est pas un souci. Par contre, bien souvent, le métier a une vision, bon, on n'a qu'à faire offline first, si ça fait offline, ça fera online. Mais il ne mesure pas la conséquence sur le processus métier. Je donne l'exemple de la maintenance. Avoir des opérations de maintenance en mode déconnecté, on sait faire. Par contre, on ne va pas pouvoir avoir les 100 000 équipements et toutes les pièces jointes et toute l'historique sur un terminal mobile parce qu'on va avoir des problèmes de synchronisation et on ne va pas accepter d'avoir 15 minutes pour faire une synchronisation et de tout descendre. Donc, la bonne démarche dans ce cas-là, ce sera de faire une préparation de son intervention de la même façon que le technicien maintenance, il prépare ses outils, il prépare ses pièces de rechange, il va devoir préparer son intervention en finalement synchronisant uniquement les informations pertinentes.
Mais du coup, le process est différent. C'est que dans un cas, si je suis online, je ne me pose pas cette question quand je suis sur le terrain, je vais chercher les informations dont j'ai besoin. Si je suis en mode déconnecté, je dois avoir cette phase de préparation. Donc, il y a un impact sur le processus métier. Et ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, c'est la réconciliation de l'information. Si je suis en mode déconnecté, si j'ai 100 personnes qui sont en mode déconnecté, au bout d'un moment, il faut réconcilier l'information. Et pour réconcilier l'information, là aussi, techniquement, on sait faire. Mais il y a des arbitrages à faire au niveau métier. Qui a raison? C'est le dernier qui a parlé ou c'est celui qui est le plus gradé? Donc voilà, il y a des questions à se poser pour cette réconciliation de données. Ça, c'est un point important. Un point qu'on n'a pas du tout évoqué ici, parce que ce n'était pas l'angle, en tout cas la volonté de ce premier webinaire, c'est quel gain on attend de la mobilité. Pourquoi les entreprises mettent en place de la mobilité? Pour de la traçabilité, pour de la sécurisation, pour de la productivité, si on arrive à optimiser la gestion de ces stocks, on sait qu'on va minimiser j'ai perdu le terme, l'immobilisation, etc., etc. Donc, du coup, il y a forcément un gain en regard de ce type de projet. Ce n'était pas l'objet de ce webinaire. Mais évidemment, il y a des choses à optimiser, mais il y a surtout un nombre très important de gains à retirer. Au-delà des contraintes de traçabilité et de sécurisation, il y a évidemment des gains en termes de productivité, en termes d'immobilisation, en termes de finances à faire avec ce type de projet. Aujourd'hui, je considère qu'à peu près tout le monde est convaincu de l'intérêt de faire de la mobilité en entreprise. C'est dans les mœurs. Par contre, on est encore très loin d'avoir des entreprises qui sont très avancées. On a encore beaucoup d'entreprises qui sont en mode papier. On a encore beaucoup d'entreprises qui ont des solutions de mobilité qui datent de 20 ans. Il y a encore du travail à faire. Et également penser l'usage de cette mobilité dans les nouveaux usages de l'entrepôt. Je pense à l'automatisation, je pense à tout ce qui est AGV, AMR, avec finalement ces robots autonomes qui se baladent maintenant dans les entrepôts. Donc, c'est aussi une nouvelle façon d'adresser la mobilité et la cohabitation en entrepôt. Parfait, bon, c'est top, hein. Merci pour ce premier élément. Est-ce qu'il nous reste des questions? Alors moi, j'en aurais eu pas mal, hein. Tu as évoqué le cycle en V et les méthodes agiles. Je pense que ces projets, ils iraient bien que de la méthode agile. Mais en même temps, un petit cycle en V, c'est quand même pas mal pour structurer des choses en infrastructure et tout. Donc, il y a pas mal de questions qui peuvent se poser autour de la mobilité. C'est passionnant. C'est pour ça qu'on l'a appelé épisode 1, comme tu remarques. J'espère qu'il y aura des épisodes 2, 3, 4, bien évidemment. On a évoqué les gains, peut-être, les gains de la mobilité au sein d'une entreprise, avec les enjeux potentiellement, ou des retours d'expérience, ça peut être intéressant aussi. Donc, on va construire tous ensemble. Ceux qui ont participé aujourd'hui au webinaire, n'hésitez pas à nous faire des feedbacks sur ce que vous voudriez voir par la suite sur la mobilité industrielle. C'est un enjeu important pour les entreprises à venir. Alors, effectivement, on pourrait imaginer décliner finalement l'ensemble des briques, hein, parce qu'on pourrait faire un épisode entier sur le choix de matériel, un épisode entier sur le gain par métier, un épisode entier sur l'architecture, etc. etc. C'est pour ça, effectivement, qu'on avait imaginé faire un épisode 1 et puis décliner par la suite selon les axes, en tout cas les intérêts des adhérents de l'association. Oui, les adhérents et au-delà, hein, comme tu le sais, hein, le savoir, nous le partageons et nous le mettons à disposition sur la vidéo sur notre chaîne YouTube, et donc il sera en replay. On va annoncer ça sur notre chaîne LinkedIn, de manière à ce que les gens puissent s'y retourner. Donc on espère qu'il aura beaucoup de succès, que les gens viendront piocher dedans et se rendront compte un peu de ce positionnement que tu nous as proposé pour adresser ce sujet de mobilité industrielle au sein de l'entreprise. Donc je te remercie beaucoup Cyril, je te remercie aussi Sébastien. Très bon webinaire, très bonne qualité. Et donc, je vous dis à l'épisode 2 alors. À bientôt. À bientôt. Merci. J'arrête. À bientôt, bonne journée. Merci, bonne journée Sébastien, bonne journée Cyril et bonne journée à tout le monde.